De nombreuses sources annoncent une réunion de l'opposition élargie qui se tiendra dans quelques jours, dans quelques semaines au Sénégal. Ceci en prélude à la préparation au dialogue qui pourra certainement ou peut-être avoir lieu sous la médiation de la CENCO. Ça sera le premier, les deuxièmes sujets. Le premier, ce sera la rencontre de Donald Trump et de Vladimir Poutine prévue en Alaska le 15 août prochain, sauf changement de programme. C'est une rencontre sans Zelensky, président ukrainien, pendant qu'ils parleront aussi de l'Ukraine, en l'absence de l'Ukraine, ce qui dénonce les Européens et même le président lui-même ukrainien. Nous parlerons aussi, mesdames et messieurs, du deal RDC-USA-Rwanda. Vous savez, la déclaration de principe a déjà été signée il y a quelques jours aux États-Unis d'Amérique. On attend donc que cela puisse se matérialiser. Ça sera la coopération internationale intégrée, comme cela a été mentionné, CIE. Et enfin, on va parler de ce dialogue en interne en République démocratique du Congo, CENCO et CC, sous le feu de critiques. 8 confessions religieuses, dont l'Église de Réveil, reprochent au pacte social porté par la CENCO et les CC l'absence de la reconnaissance de l'agression rwandaise via le M23 et des acquis constitutionnels fondamentaux, les déséquilibres géographiques dans l'analyse sécuritaire centrée sur l'Est au détriment d'autres foyers de tension. Je l'ai annoncé, selon certaines indiscrétions non confirmées jusque-là, le Sénégal va abriter la réunion des opposants autour de Joseph Kabila. Et voici les répartitions des délégués au quota des partis politiques Katumbi, Sesanga, Diongo, Kabound, FCC et Lamouka. Des sources révèlent donc une réunion de l'opposition qui sera dirigée par Joseph Kabila, qu'on a aussi annoncé à Brazzaville le week-end dernier. Information jusque-là démentie par son état-major politique. Le Qatar, médiateur dans le conflit entre Kinshasa et le M23, soutenu par Kigali, a participé à une formation intensive destinée à renforcer les capacités de 163 officiers et soldats de la police militaire rwandaise. Et l'initiative menée à l'académie militaire de Gako a été conduite conjointement par le RDF et l'armée qatari. Les États-Unis sont aussi engagés dans la médiation entre Kinshasa et Kigali. Ils ont donc scellé un accord pour financer l'accueil des migrants par Paul Kagame. Voilà, on va se limiter là. On va donner la parole à nos invités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune de ce mardi 12 août 2025. 2 invités avec nous sur ce plateau et non des moindres. D'abord, M. Fredy Mulumba, qu'on reçoit un peu plus souvent, hein, et qui, encore une fois, vient répondre à notre invitation. Merci beaucoup, M. Fredy Mulumba, pour ce privilège. Je vous en prie, M. Dan. Merci beaucoup, M. Fredy Mulumba. En face de vous, on reçoit un autre journaliste, hein, M. Alphonse Mwambi, qui est donc responsable des médias Mwambi International Network, qui est donc basé en Europe. Oui, basé à La Haye, aux Pays-Bas. À La Haye, aux Pays-Bas. Ouais. Ça fait longtemps qu'on vous a reçu hein, ici, ça fait presque plus d'une année. Hein. Ben, vous ne voulez plus de nous, vous ne voulez plus de la vraie diaspora, et voilà Vraiment. pourquoi. Mais nous nous faisons inviter nous-mêmes maintenant. Merci pour l'invitation quand même. Je vous en prie, Monsieur Alphonse Mwambi. Rapidement, on prend la clé des lectures avec Monsieur Fredy Mulumba. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Aujourd'hui, j'ai amené un seul livre, celui écrit par un Congolais qui est prêtre, qui est en Belgique, qui s'appelle Jean-Pierre Mbelou. Babanya Kaboudi. Et donc, il a publié un livre Terre promise. Néocolonisation et souveraineté, les cas du Congo, Kinshasa. Pourquoi il a pris terre promise? Jean-Pierre Mbelou s'étonne de voir que le Congo, c'est une terre promise pour les autres, pas pour les Congolais.
Donc les autres ont des projets. Ils viennent, ils pillent, ils tuent depuis qu'on a connu la colonisation, donc la tête négrière, la colonisation, jusqu'aujourd'hui, on est tout dominé. Ce sont les autres qui profitent. Les Congolais même sont écartés du jeu. Donc en écrivant ces livres, Jean-Pierre Mbelou fait un effort pour rappeler aux Congolais de prendre conscience. Personne ne viendra se battre pour nous. Personne ne pourra construire notre propre bonheur. Il n'y a que nous-mêmes qui pourrons faire un grand travail. Et pour cela, il faut que les gens apprennent, que les gens s'informent, que les gens lisent. Pas dans les réseaux sociaux, pas dans TikTok, mais il faut qu'ils lisent des livres. Ça signifie qu'il faut qu'une élite qui fait ce travail, qui doit partager les connaissances avec la masse. Tant que la masse est ignorante, il ne faut pas espérer ni développement, ni indépendance, ni démocratie. Donc, il faut mettre le peuple d'abord, mettre le peuple au cœur de tout. Mais aussi essayer un peu de voir comment le monde fonctionne. On a l'impression à Kinshasa, les Congolais ne pensent pas que nous sommes un produit de la mondialisation capitaliste prédateur. Le Congo a été créé, mais existe grâce à la volonté des grandes puissances. Donc ça signifie que quand il y a des mutations géopolitiques, il y a d'autres puissances qui émergent, d'autres puissances qui déclinent. Le Congo doit bouger. Donc ça, c'est le travail des intellectuels. Donc il faut faire partie des moyens pour que cette terre promise ne soit pas pour les autres, que ce soit pour les Congolais. Hein, nous ne sommes pas seulement une solution. Il faut que cette solution profite aux Congolais. Mais malheureusement, on a l'impression que l'élite des mercenaires, une élite aliénée, une élite étourdie, voit toujours les intérêts des autres au lieu de voir les intérêts de notre peuple. C'est ainsi qu'ils seront jetés dans la poubelle. Hein? De l'histoire. Exact. Monsieur Freddy Mulumba, alors je passe la parole également à votre confrère qui est en face de nous, Monsieur Alphonse Mwambi. Quelle est votre lecture de cette assertion, cette affirmation, quand on dit que le Congo est la nation solution, pays solution? Qu'est-ce que vous en faites comme lecture à votre niveau? Oui, c'est très important. D'abord, merci à Freddy Mulumba qui est en face de moi, oui. Un grand patriote, un grand géopolitologue. Bien sûr. Je suis là pour dire que la terre promise pour les Congolais, ça ne doit pas être verbal. Et on dit souvent que le Congo est un pays solution. On voit ça partout, dans des grands forums internationaux. On parle de pays solution, pays solution. Si on prend un petit exemple, nous avons cette affaire des climats. On a COP21, COP ceci, COP cela. Mais on a des ministres de l'environnement ici qui vont dans ces conférences-là et qui disent, voilà, nous sommes un pays solution. Donc, on ne peut pas faire de solution au monde sans nous. Alors, quand nous, on descend sur Ndjili, Ndjili, pour les gens qui nous suivent à l'étranger, c'est l'aéroport international du Congo. C'est le miroir du Congo. On prend Ndjili, on descend vers la ville de Kinshasa. Alors, quand on circule dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. On vit dans... C'est la plus sale du monde. C'est la ville la plus sale du monde. Il y a des gens qui sont nés ici. Quand on parlait de Kinshasa la belle, Kin la belle, ce n'est plus le cas. Donc, c'est cet environnement-là. Vous prenez le boulevard du 30 juin. Jusque dans les années 90, il y avait encore des eucalyptus. Il y avait des arbres tout au long. Il n'y a plus d'arbres, tu vois, il n'y a plus d'arbres. Mais on va parler pays solution. On ne va pas couper les arbres dans les forêts et tout ça, mais on les coupe dans les villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des maladies pour des gens ici. On ne crée pas le paradis pour les Congolais ici. Pays solution pour qui? Pays solution pour les autres, mais pays à problème, pays sale pour nous-mêmes. Vous allez à Lingwala, ici à côté, à Gombe, ça sent le caca, ça sent le pipi. Vous prenez la rue Gombe, l'avenue de la Gombe, le lycée français, collège de Liège, ou je ne sais pas, tout ça, c'est trop sale, ça sent. C'est toutes les autorités
du pays passe par là. Passe par là. Et c'est grave. Donc, quand on dit pays solution, soyons d'abord solution pour nous-mêmes, pas pour les autres. Solution pour nous-mêmes et pas pour les autres. Malheureusement, M. Freddy Mulumba, on va faire une comparaison avec un État qui est aussi en situation comme le nôtre. L'Ukraine aujourd'hui est en guerre. Dans la partie est de son pays, il y a des territoires qui sont aussi occupés comme l'est de la RDC. Et on parle de Donbass, ainsi de suite. Ce sont des territoires qui sont occupés. Aujourd'hui, le pays agresseur, à savoir la Russie, jure. Je vous laisse que le Kremlin affirme que la guerre prendra fin instantanément si l'Ukraine cessait ses ambitions euro-atlantiques et abandonnait les zones actuellement occupées, mais cela reste une exigence non réciproque et non négociable pour l'Ukraine. Est-ce que cela inspire les Congolais que les Russes soient en train de réclamer des terres ukrainiennes dans la partie est de l'Ukraine? Oui, la différence entre nous et la Russie, c'est quoi? La Russie réclame les terres là où il y a le peuple russophone. Et n'oubliez pas que Kiev, c'est le seul endroit, c'est de là où est partie la création de la Russie. Donc pour les Russes, Kiev c'est chez eux. Voilà pourquoi Poutine ne veut même pas casser Kiev. Si on pouvait décider de mettre des bombes, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est l'âme russe, c'est l'âme de Moscou. Donc on a créé Kiev, après Kiev on a créé Moscou. Donc c'est lié par l'histoire. Quand on compare avec notre cas est tellement différent. Vous avez un État négrier qu'on appelle les Rwandais. Le Rwanda est utilisé par les multinationales pour venir tuer, nous piller et prendre nos terres. C'est fin de la Russie. Donc on ne peut pas. Mais il y a la même volonté expansionniste. Il n'y a pas de volonté. C'est la même volonté. Est-ce que vous pensez que Kagame, avec 10 millions de morts, 10 millions de Rwandais, ils peuvent nous occuper? Derrière, il y a des... Mais la volonté existe, M. Freddy Mulumba. Il n'a pas de volonté. Il fait le travail des autres. Je vous rappelle l'histoire. Les Zaïres du temps de Mobutu, c'était les Zaïres qui payaient les Rwandais, militaires tout comme fonctionnaires. La plupart des élites rwandaises sont formées ici à Kinshasa. Là, Kingali aujourd'hui, tous qui parlent aujourd'hui, qui sont arrogants, ce sont des produits de Kinshasa, l'université de Kinshasa. Maintenant, on les a récupérés pour jouer le rôle des nègres de service. On veut attaquer un grand pays, ça s'est passé dans l'histoire. On va attaquer un grand pays, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit peuple, on donne des armes, aller l'attaquer. C'est passé toujours comme ça. Donc Kagame et Museveni jouent le même rôle. Pour les intérêts mais pourquoi vous avez toujours dénoncé le pays est au bord du danger de balkanisation? Pourquoi vous avez toujours dénoncé cela, ce plan-là pour la balkanisation du Congo? Pourquoi vous avez toujours dénoncé ça? Ce sont des faits. Depuis qu'on a commencé à parler, on est où aujourd'hui? Kagame réclame les terres, non? Toujours. On occupe l'Est, non? Ça signifie quoi? C'est la balkanisation. Ça signifie que sur le plan géopolitique, il faut que les gens comprennent. Le Congo a été une construction. On peut le construire. Maintenant, ceux qui étaient à Berlin en 1885 ont décidé de construire le Congo, ce que je peux appeler balkanisation. Ils avaient déjà prévu 4 ou bien 5 États. On devait prendre à partir du nord, donc Bazouélé. Attendez, vous dites la conférence de Berlin? Oui, la conférence de Berlin. On voulait faire comment? Partager le Congo en ceux qui étaient à la conférence de Berlin. Oui. Maintenant, ils veulent partager le Congo en 4 ou 5 États. Actuellement, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, il ne faut pas penser que le Congo va rester éternellement tel qu'il est si on ne sont pas capables de le défendre. Ça, moi, je trouve un peu la naïveté chez l'élite congolaise qui ne comprend pas l'essence de l'histoire. L'histoire nous montre toujours que les gens qui n'ont pas de terre, les gens qui ont faim, les gens qui ont besoin d'autres richesses, peuvent envahir tout un peuple et les soumettre. C'est le cas de Museveni et de Kagame, ce qu'ils veulent faire avec la complicité des globalistes, des multinationales occidentales. Donc, soumettre les Congolais, couper le Congo en morceaux et les dominer. Ça fait partie de l'histoire des peuples. Ce n'est pas... Ici, les gens pensent que nous ne sommes pas dans une église. Oui. C'est une question d'intérêt. Donc, si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients, on ne s'organise pas, on ne se bat pas, on ne construit pas un rapport de force, on va perdre Quand vous dites se battre,
construire en interne, à quoi faites-vous directement allusion? Se battre en interne, vous parlez de la responsabilité de l'élite, vous parlez du combat en interne. Quel est le rapport? Non, je dis il faut apprendre à nous battre. Comment? D'abord, nous sommes trop riches. Ça, c'est une donne. On ne laisserait jamais tranquille. Voilà ce que nos enfants doivent apprendre. Oui. Quand vous avez à manger, les voisins ont faim, il fait comment? Et sauf s'il est armé, il vient à la maison, il te tue, il viole, il prend tout. Et puis il t'impose. Oui. Hein? Ça c'est toujours comme ça. Donc il faudrait que nous prenions conscience. Nous devons construire un rapport de force, une volonté de puissance, de grandes ambitions. Parce que le pays est trop riche, trop grand. Nous sommes 100 millions d'habitants. Quand vous parlez avec les gens à l'extérieur, ne comprenez pas qu'un petit pays comme le Rwanda puisse nous dominer. Donc c'est nous serons tranquilles les jours où on va contrôler les pouvoirs au Rwanda et le pouvoir... c'est-à-dire qu'on aura un président... Le pouvoir au Rwanda et le pouvoir en Ouganda. Mobutu l'a fait. Pourquoi on était tranquille? Parce qu'on avait les Burundi, les Rwanda, l'Ouganda. C'est nous qui contrôlons jusqu'au Soudan. Ça signifie qu'il faut qu'on récupère notre... hégémonie perdue. Non, notre place de leadership. Nous sommes un leader naturel. Maintenant, ce qui manque, c'est quoi? Des élites qui ont des ambitions, des grandeurs et la volonté de puissance. Voilà notre problème. Et surtout que beaucoup d'élites sont des mercenaires qui travaillent pour les intérêts étrangers, les intérêts rwandais et ougandais. Voilà les problèmes du Congo. Voilà les problèmes du Congo. Merci bien, M. Freddy Mulumba. Michel Alphonse-Mambi, voyez-vous... Je voudrais quand même ajouter quelque chose sur ce que M. Freddy Mulumba a très bien dit. D'abord, il faut faire la différence entre le Rwanda, Congo, et puis l'Ukraine et la Russie. La Russie, c'est un pays nucléaire, c'est une force nucléaire. Le vice-président de la Douma, le Parlement, l'Assemblée nationale russe, Tolstoï, il a dit ceci. Ils ont un problème très sérieux. Le fait que l'Europe ou l'OTAN s'approche de la Russie à partir de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une différence de 3 minutes de réplique dans leur... s'ils ont un combat nucléaire. C'est-à-dire, jusque-là, ils ont 12 minutes, quelque chose comme 12 minutes. Alors, si on prend l'Ukraine, donc ça réduit leur force de réplique, leur temps de réplique à 3 minutes. Et ces 3 minutes-là sont très déterminantes. C'est-à-dire, s'ils veulent atteindre Paris, s'ils veulent atteindre Londres, ils ont 3 minutes de retard. Donc ça, c'est une explication vitale. Si on veut intégrer, on veut comparer le Congo, le Rwanda et ces deux pays-là. Et en plus, là, c'était un bloc soviétique, hein, l'Union soviétique. Donc ça n'a rien à voir avec la situation du Congo et du Rwanda. Aucun rapport. Non, ça n'a pas de rapport. Le seul rapport, c'est que c'est le bruit occidental qui fait monter en premier la situation de l'Ukraine avec l'invasion russe. Mais quand il s'agit du Congo, il y a l'omerta. Charles Onana en a bien parlé dans son livre Holocauste au Congo. Je vois M. Freddy Mulumba porter le t-shirt Holocauste au Congo. Et donc, c'est ça la différence. Le Rwanda, c'est un petit pays. On a déjà suivi des responsables rwandais tels que Paul Kagame, James Kabarebe dire que eh bien, le Congo, le Rwanda, le royaume entre guillemets Rwanda, s'étendait au-delà des frontières rwandaises, allait même jusqu'au Congo, d'où Berlin avait un peu mal reparti les frontières parce que le Rwanda était mal émietté, d'où il y a des territoires. Non, mais Paul Kagame n'a pas étudié. Ça, il ne faut pas se fier à ce que Paul Kagame dit et James Kabarebe. Ils ne peuvent pas corriger ce qui a été déterminé à Berlin. Donc ça, il y a des spécialistes qui sont très clairs là-dessus. Je pense que ça, Paul Kagame, tout ce qu'il a dit, c'est du n'importe quoi. Oui. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à ce que Paul Kagame dit, c'est ce que M. Freddy Mulumba venait de dire, c'est que derrière Paul Kagame, donc derrière le Rwanda, parce que Paul Kagame, on peut s'en passer, hein, derrière le Rwanda, il y a les puissances occidentales. Donc l'Union européenne, les globalistes américains, ainsi de suite. Ce sont eux qui ont armé Paul Kagame, ce sont eux qui ont
fait l'invasion sur le Congo. Il y a le livre de Pierre Payan, il y a beaucoup de livres qui en parlent, donc en détail. Les guerres secrètes en Afrique. Donc, on a changé le pouvoir au Congo, on a donné le pouvoir à Kigali et en Ouganda pour contrer les El-Shabaab en Somalie. Donc, toute cette littérature-là est là. Vous comprenez? Donc, le Rwanda, sans l'Union européenne, sans les Occidentaux, ne vaut rien. Mais alors, le rôle de la diaspora dans ce conflit, quel peut être l'apport de la diaspora dans ce qui se passe dans notre pays? Oh, mais beaucoup, hein, beaucoup. On a vu récemment, par exemple, hein, parce qu'il y a Bunangana qui est occupé depuis 2022, oui. Hein, quand Fali Ipupa était au stade de martyr, hein, il remplissait les gens, dansait, et puis là-bas, on a occupé Bunangana. Et en janvier, février cette année, 2025, on a occupé Goma, on a occupé Bukavu et les environs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu quand même un mouvement très fort à Kinshasa. Hein, il y a eu des gens qui ont manifesté, qui ont tout fait, mais qui ont été étouffés. Je parle de la diaspora. Oui, mais j'en arrive. Oui. Qui ont été étouffés. Mais qu'est-ce que nous, on a fait à la diaspora? On a pris la relève. Parce que les gens ici, ils ne sont pas libres. Nous avons manifesté, nous nous sommes manifestés partout en Europe. Moi, j'ai vu aux Pays-Bas, nous avons fait beaucoup de choses au niveau de la CPI. Nous avons interpellé les politiques, les intellectuels, mais aussi les jeunes gens. C'est là où je ne suis pas d'accord avec M. Freddy Mulumba quand il parle de TikTok, des réseaux sociaux. Les TikTok et les réseaux sociaux sont en train de relayer ce que les intellectuels n'ont pas fait. Parce que vos livres que vous écrivez, tout ce que vous faites, ce sont les TikTokers, en fait, on les appelle TikTokers, mais ce sont les gens qui tiennent les réseaux sociaux, qui relayent vos intelligences. Et ce sont des gens pour parfois qui nous devons dire merci. Oui, maladroitement parfois, et désorientent l'opinion, parce que... Mais ce sont les intellectuels qui désorientent l'opinion chaque jour. Ils passent chez vous ici pour désorienter l'opinion. Les intellectuels congolais, il y en a beaucoup qui désorientent l'opinion. Monsieur Alphonse Mwambi, merci beaucoup. Monsieur Freddy Mulumba, sur le terrain, on constate que les combats continuent. Vous avez dit que les États-Unis ont aidé à signer cet accord de paix. C'est la fin de la guerre. Vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau. Mais comment se fait-il que les combats continuent? On parle de Walungu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense qu'on joue avec le feu. C'est normal, ils ont fait leur coup pendant 30 ans. Ça ne peut pas terminer directement comme ça. Ça prend un peu... Les gens résistent un peu jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Les Américains ont décidé de mettre l'ordre au Congo. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment les Congolais. Ils le font parce qu'il en va de leur survie en tant que puissance, parce que le Congo regorge de matières, de minéraux stratégiques qui leur servent d'être des concurrents redoutables face à la Chine. Donc on ne peut pas laisser les pays sombrer dans ces désordres. Ça, c'est de deux. Trump, c'est un homme d'affaires. Pour faire des affaires, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Je pense que les globalistes avec les démocrates étaient habitués à faire des guerres pour piller, voler, s'enrichir. Trump n'est pas dans ça. Trump vous dit, je viens pour mes intérêts, c'est à vous de défendre les vôtres. Mais on voit des accords. On ne fait pas de guerre. Mais on voit des accords. Trump a signé un accord comment dire, on parle des migrants hein, qui seront expatriés vers le Rwanda. C'est un nouvel accord signé avec le Rwanda. Il y a un autre accord. Qatar et le Rwanda ont signé un autre accord sur la défense de l'armée rwandaise. La politique étrangère américaine est très complexe. Il faut bien étudier. Il y a 3 pôles, 3 grands pôles. Vous avez la Maison Blanche, oui. Vous avez le département d'État, vous avez aussi la représentation aux Nations Unies. Ceux qui définissent, qui agissent beaucoup plus. La Maison Blanche, Trump veut un changement. Mais au département d'État, il y a encore des amis des globalistes. Parce que quand on fait les calculs, l'Amérique ne gagne rien avec les Rwandais. Qui gagne avec les Rwandais? Ce sont des globalistes qui sont nombreux au département d'État. Trump a nettoyé au niveau de la CIA
On est au niveau du Pentagone. Au département d'État, il y a encore beaucoup de difficultés. Parce que ces gens-là défendent les intérêts, donc moi, les fonctionnaires, défendent les intérêts des globalistes. Voilà pourquoi ça traîne. Mais retenez ce que je vous dis là. On va frapper. On va frapper. Mais quand est-ce qu'on va frapper? Les populations continuent de se déplacer, les morts continuent. Vous-même, vous avez été à Komanda. Je vais toujours dire ici que quand les intérêts de l'État américain sont menacés, l'Amérique agit. Ce qui se passe, c'est que les intérêts américains ne sont pas les intérêts des individus, pas des hommes d'affaires américains. C'est pour la survie de l'Amérique en tant que grande puissance. On a besoin de contrôler les minéraux, donc comment dirais-je, d'avoir la main sur les minéraux stratégiques pour faire face à la Chine. Ça ne dépend pas de nous. Si aujourd'hui Trump donne l'instruction là, la CIA, Pentagone, on met de l'ordre là-bas, non? S'il le veut, on va mettre l'ordre. Je te prends l'exemple de Tchombe. Au Katanga, entre 1960 et 61, 61, 62, jusqu'à 65, il y avait la sécession katangaise. Tchombe, donc les globalistes, donc les trusts qui étaient à Berlin, n'ont pas accepté l'indépendance du Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé Tchombe à faire la sécession katangaise. L'Union minière du Katanga a financé. La Belgique avait un ambassadeur là-bas. Les Katanga avaient déjà une monnaie et une police et une armée. Financé par des Belges. Mais quand les États américains, parce que pour les Américains c'était quoi? Ils étaient contre l'Union soviétique parce qu'il y avait la menace communiste. C'était le début de la guerre froide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Tchombe les autres là-bas, ils ont refusé. On a armé l'ONUC, donc les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui a fait la guerre contre les sessions donc les Katangais. Ils sont partis se réfugier en Angola. Tchombe a fui et puis le contexte n'est pas différent. L'histoire, c'est ce qu'on appelle la philosophie d'histoire. Il faut comparer, voir les ressemblances. Il dit que nous sommes ici, en 60, c'était la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Occident et l'Amérique en tête. Actuellement, nous sommes dans une guerre froide entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Pourquoi en 60 il y avait un problème? Parce qu'on ne voulait pas que les Katanga tombent dans les mains des communistes. Ici, on ne veut pas que le Congo tombe dans les mains des Chinois. Parce qu'ils sont en compétition. Donc, c'est ce qu'on appelle compétition entre grandes puissances. Les résultats seront les mêmes. Je te prends en 2012. Comment est-ce qu'on a mis fin à la guerre à l'Est, donc à Goma, comme était déjà occupé par le M23. On les a chassés. Donc, on va finir par les chasser. Si l'Amérique ne s'engage pas, on va réformer l'armée, on les chasse. Parce que les Rwandais, quel que soit les soutiens qu'ils peuvent avoir, ne tiendra pas debout. Nous pouvons faire cette guerre pendant 100 ans. Mais les Rwandais, avec la population qu'il a, et puis un pays pauvre, ne peut pas tenir longtemps avec nous. Donc à long terme, les Rwandais ne vont pas s'en sortir. À long terme, le Rwanda ne va pas s'en sortir, mais on suit un peu cette arrogance de Bertrand Bisimwa qui, quand il fait un point de presse, il dit les régimes de Kinshasa ne respectent rien, il y a eu déclaration de principe signée, ils ne respectent pas, on n'ira pas à Doha parce qu'on n'a pas reçu d'invitation, ils devraient se rencontrer le 8 août passé à Doha pour pouvoir poursuivre les échanges et finalement signer un accord. Ils disent qu'ils ne feront rien parce que Kinshasa n'a pas respecté ou ne respecte rien. Déjà, il fallait qu'on libère les prisonniers. Rien n'a été fait, rien n'a été fait pour la décrispation. Voilà. Bisimwa, c'est un imposteur. Ce n'est pas son nom. C'est rwandais. Vous m'avez donné son nom quelque part. Je l'ai noté. Il a un vrai nom. Ce nom, ce n'est pas Bisimwa. Prochainement, je viendrai donner ce nom-là. Ce sont des Rwandais qu'on utilise pour dire qu'ils sont des Congolais. Le moment est arrivé de savoir que, est-ce que vous trouvez que quelqu'un qui se dit Congolais peut accepter que ses propres frères soient tués 8 à 10 millions? Trump l'en parle. Vous savez, ça c'est la communication. Moi je condamne les responsables de Kinshasa. Nous n'avons pas une communication solide. Voilà notre problème. Bisimwa raconte des mensonges. En face, il y a un vide. Voilà pourquoi vous reprenez ce discours. S'il y avait des gens solides, lucides, bien organisés, les discours de Bisimwa n'allaient pas passer dans l'opinion congolaise. C'est parce qu'il y a un manque, il y a l'absence d'une politique nationale de communication. Voilà le problème du Congo. Merci beaucoup, M. Freddy Boulumba.
Alors, Monsieur Alphonse Mabi, quelle est votre lecture de cette question quand on parle justement des combats? Oui, je pense que nous sommes dans une très bonne position. Vous avez parlé de contextes historiques qui ne sont pas, qui seraient peut-être le même ou pas, avec le Katanga et tout. Oui. Je pense que le contexte historique, on dit l'histoire se répète. Et dans ce cas du Congo, l'histoire se répète. Il y a aussi... Oui, j'ai retrouvé. Oui. J'ai retrouvé, heureusement que j'avais noté quelque part. Oui. Il s'appelle Ziramanakenga. Donc, Ziramakenga. Ça, c'est Bissimo, hein? Oui. Ruzandiza Emmanuel. Alias Makenga Sultani. Non, ça c'est Sultani. Ça c'est Sultani. Sultani Makenga. Oui, ça c'est Makenga. Donc on dit c'est Makenga, mais ce n'est pas Makenga. C'est Zira Makenga Ruzandiza Emmanuel. Alias Makenga Sultani. C'est un... Donc ils sont nombreux comme ça qui ont des faux noms. Des noms congolais. Pour brûler les cartes. Ils sont nombreux. Non, mais alors, je disais que l'histoire s'est répétée et en faveur du Congo. Parce que quand Freddy Mulumba parlait du Katanga, oui. Il y a aussi le fait que les Américains ne voulaient pas que Hitler puisse mettre la main sur l'uranium du Katanga. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, donc ils avaient peur que l'on puisse, Hitler puisse avoir la bombe atomique, et ce serait très fatal pour les États-Unis d'Amérique et pour l'Occident. Donc, pour le moment aussi, c'est très important. Peut-être un petit exemple au niveau international. Aux Pays-Bas, par exemple, nous avons une grande entreprise qui s'appelle ASML. ASML fabrique des machines qui créent des chips. Des chips, ce sont des SIM. Des SIM. Hein, des SIM sophistiqués. Qu'on utilise dans les appareils téléphoniques ou dans beaucoup d'appareils, même dans les armes. Alors, les États-Unis d'Amérique, sous l'administration qui est partie de Joe Biden, a mis une pression sur les Pays-Bas pour dire on ne vend plus ces machines-là à la Chine. Si vous vendez, vous avez des problèmes avec nous. Alors, le Premier ministre en ce moment-là, c'était Mark Rutte, qui est maintenant le patron de l'OTAN. Ils ont signé des documents pour dire que ASML n'a pas droit de vendre à la Chine ces machines-là, à moins que l'on puisse lui donner une autorisation par le gouvernement néerlandais. Donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que là-bas aux Pays-Bas, c'est une puissance, ce sont des gens organisés, mais ils écoutent les États-Unis d'Amérique. À combien plus forte raison les États-Unis d'Amérique viendraient s'amuser avec vous au Congo ici, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas d'armée, si vous n'avez pas d'État, si vous n'avez pas de justice qui marche? Ils viennent parce que la Chine s'amuse ici et ils veulent mettre la Chine hors d'état de nuire, comme Freddy Mulumba l'a dit, par rapport à des minerais stratégiques. Oui, là peut-être nous sommes d'accord, mais déjà la méthode par laquelle ils sont en train de venir au Congo. D'abord, accord de paix avec le Rwanda, signé le 27 juin dernier. Oui. Retrait des troupes rwandaises jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Ouais. Voilà, sous les territoires, sous les terrains, il fallait négocier aussi avec le M23 à Doha. On a commencé. Non, mais ça, c'est... Tout cela, on a l'impression que ça stagne. Non, ça stagne. On avance à quel niveau? Vous pensez qu'on avance? Il faudra aussi que ça stagne. Il faut donner aussi cette impression-là. Mais les Américains ne sont pas dans cette logique. Parce que les Américains n'ont aucun avis, ni de Kinshasa, ni de Kigali. Tu vois, quand ils sont allés en Iran, ils n'ont pas demandé à l'Iran, ils n'ont pas demandé à Israël, ils sont allés, ils ont bombardé. Donc si les Américains viennent ici, c'est pour leur intérêt. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Alors, pourquoi il y a cette histoire de Doha et cette histoire de M23 et le deal avec les accords avec, entre Kinshasa et Kigali? C'est parce qu'il y a beaucoup d'investissements à Kigali. Beaucoup d'investissements. Moi-même, je suis passé plusieurs fois à Kigali. Beaucoup d'investissements de quels? Des Occidentaux. Des Occidentaux qui ont beaucoup investi
pour le Congo, c'est-à-dire les minerais qui sortent du Congo, ils sont raffinés sur Kigali, et ils sont raffinés, ils sont amenés à Kigali, passant par Kigali, ils vont en Malaisie et en Chine. Donc c'est la Chine qui est vraiment une grande fabrique, hein, ça raffine tout, et ça va mettre sur le marché mondial, les États-Unis et l'Union européenne. C'est ce que les autres ne veulent pas, parce que quand il y a eu Covid, ils ont eu la leçon de se dire, non mais attends, nous on dépend de la Chine pour avoir les médicaments. On dépend de partout. Mais maintenant, on ne veut plus dépendre de la Chine en ce qui concerne les minerais stratégiques. Donc on arrête à partir de la source. Et la source de quoi? C'est la RDC. Donc qu'on le veuille ou pas, les Américains viendront ici. Mais ça sera, si on est... Est-ce que cette présence va conditionner nécessairement la paix au Congo? Ah, mais c'est justement le défi des Congolais. C'est pourquoi je disais ici qu'il y a les intellectuels qui viennent ici désorienter l'opinion, désorienter le peuple, parce qu'ils ont leurs petits intérêts du ventre, tu vois. Mais si on est organisé, là, le Congo, là ça devient si on est organisé, conditionnel. Si on est organisé, oui, c'est vraiment conditionnel, parce qu'ils ne vont pas nous demander notre avis. Si on est organisé, bien sûr. Donc la paix peut ou ne pas revenir, mais les Américains viendront au Congo. Les Américains viendront, ils vont imposer leur propre paix, avec ou sans le Congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que la présence des Américains veut dire la paix au Congo, c'est ça? Oui, parce qu'ils vont investir ici. Il y a d'abord les lois américaines qui n'autorisent pas que les entreprises américaines viennent travailler dans un environnement où il y a la corruption, mais le Rwanda est au Congo. Il continue de signer avec les Rwandais un nouvel accord sur les migrants qui sont expulsés des États-Unis. Mais les migrants qui ça s'explique comment? Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. On leur donne l'argent, ils prennent les migrants, c'est tout. Ça n'a pas de... Mais ça n'a pas... Trump n'est pas là pour dire, voilà, comme tu as 250 migrants, alors on laisse la Chine s'amuser du Congo, prendre le minerai. Est-ce que vous comprenez la portée de la Chine? Je vais vous expliquer un petit truc. La position de la Chine est telle que la Chine veut être la première puissance mondiale, économique, militaire, ainsi de suite. Ça implique que, par exemple, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et toutes ces grandes instances vont être basées en Chine. Tu vois? Donc la Chine aura, au-delà de la puissance technologique, aussi toutes ces organisations-là. Vous comprenez? Donc les Américains ne sont pas prêts à lâcher cela. Et ils vont le faire avec le Congo, si le Congo veut le faire avec eux. Mais sinon, ils vont le faire seuls et peut-être avec d'autres personnes qu'ils vont eux-mêmes amener ici. Et c'est là où il faut que les Congolais d'ici à Kinshasa fassent très attention parce que il y a un danger qui nous guette par rapport à tout ça. Il y a un danger qui nous guette. Monsieur Fredy Mulumba, au niveau interne, il y a un dialogue qui est projeté. Les pasteurs et les évêques de la Cinco disent que signer avec les Américains, les Rwandais et le M23, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour que nous ayons véritablement la paix, il faut un dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous en pensez? La paix ne viendra pas des politiciens. Il faut retenir ça. La paix vient de l'armée. C'est l'armée qui mène la paix au Congo, ce n'est pas les politiciens. La plupart des politiciens que vous voyez... La cohésion nationale, ceux qui font la guerre, l'unité nationale... Ceux qui font la guerre là-bas, ce sont les politiciens. Ce sont des militaires. Hein. La paix, c'est l'armée qui peut imposer la paix et non les politiciens. Mais si déjà en interne, la plupart des politiciens, nous sommes divisés en interne. Il n'y a rien ici, il n'y a pas d'élite. Ce sont des mercenaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte au moins. Même les Américains s'étonnent. Qui sont divisés à l'interne. Hein? Même si les Américains... les politiciens congolais sont divisés à l'interne. Les Américains s'étonnent de voir la qualité médiocre de notre élite. Ça signifie que quand vous parlez avec les Congolais, ils ne défendent pas les intérêts du Congo. Tout le monde qui parle à Washington, là, soit ils défendent leurs propres intérêts, des intérêts étrangers. Les Américains ne comprennent pas. Ce qu'on dit là, on peut faire la paix ici, sans ou bien avec nous. Il faut retenir ça.
Parce que l'Amérique a besoin de la stabilité du Congo, de la puissance du Congo, des matières premières du Congo. Mais là, ça sera violé. Il n'y a pas de violer. La souveraineté d'un État. Kagame et Museveni ont occupé ces pays. Si vous étiez où? Quelle souveraineté? Mais Kagame était ici, non? Qui parlait ici? Vous voyez, le drame du Congo, c'est la médiocrité de son élite. Vous avez une élite étourdie. Une élite qui ne se pose pas de questions, qui n'a pas le sens de l'histoire. Qu'on les veuille ou non. Sans nous, bien avec nous, l'Amérique va mettre la paix ici. Mais qu'en est-il de notre souveraineté à nous? C'est comme qui dirait Trump, Poutine parle de l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais comment? Ça se passe maintenant, non? Ils vont se retrouver en Alaska. Oh. Est-ce qu'on a appelé... En violation du droit international. Donc, la souveraineté de l'Ukraine... Les droits, c'est ça que j'ai dit, que vous êtes des naïfs. Non. Les Congolais sont des naïfs. Il faut relire l'histoire. Poutine a envahi l'Ukraine. Maintenant, on négocie avec lui, non? Non, je parle des principes, M. Freddy. Les principes, ça a été une construction du monde occidental. Maintenant, ça n'a plus de valeur. Les droits internationaux n'existent plus. Retenez ça. Maintenant, tout est question de rapport de force. Poutine l'a montré. Aujourd'hui, l'Amérique et Trump et Poutine vont se rencontrer pour régler la question ukrainienne. Où est les droits? Oui, c'est ce que j'ai dit. Notre drame, c'est qu'on n'a pas le sens de l'histoire. Monsieur Freddy Mulumba. Essayez de... Donc on va laisser les Américains venir s'imposer sur notre territoire sans rien faire. On s'impose parce que vous n'êtes pas conscient. Vous avez un pays trop riche. Vous ne savez pas les défendre. On va faire comment? On va vous laisser faire. C'est la naïveté. Il faut lire l'histoire du capitalisme. C'est important. Nous sommes dans un monde de rapports de force. Si vous êtes faible, on vous écrase. Si aujourd'hui nous sommes naïfs en disant droit international, les Rwandais risquent de faire longtemps là-bas. Parce que les Américains vont observer. Que font les Congolais? En train de pleurer, vous vous plaignez, vous priez. Entre-temps, certains appellent un dialogue au niveau interne. Il n'y a pas de dialogue, il faut faire la guerre. Vous ne comprenez pas. Kagame ne partira pas du Congo grâce au dialogue. On a fait la guerre à Goma, on a fait la guerre à Bunagana, on a fait la guerre à Bukavu. Mais c'est quoi le résultat aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas changer le fusil d'épaule aujourd'hui? On est en train de nettoyer l'armée. On disait ici, on est infiltré. Nous perdons la guerre, c'est parce qu'il y a des infiltrés au niveau de l'armée. On est en train de déboulonner. Dès qu'on nettoie tous les traîtres, tous les infiltrés, c'est une histoire de 6 mois. Kagame va fuir. Mais je peux vous raconter, je peux vous dire ceci. Kagame n'a plus d'avenir. Parce que sur le plan international, il ne vaut rien. Qu'est-ce que Kagame peut apporter à l'Amérique? Venir piller les Congolais et les tuer? Il devient un problème. Je pense qu'on prépare déjà la porte sortie pour lui. On lui a déjà dit ça. S'il ne comprend pas, peut-être vous verrez le matin, on vous dit qu'à Kigali, on a changé de régime. Hein? Que répondez-vous à ceux qui disent que les Congolais sont sous le point de céder aux Américains, ils utilisent quel terme? Troquer, hein, je crois que c'est ça. Donner des militaires, comment dire, des minerais aux Congolais sans qu'il n'y ait contrepartie. Dis-moi un peu, aujourd'hui, tu connais notre mine de Bunagana, non? Bunagana. Non, mine de Roubaïa. Roubaïa. Qui l'exploite? Quand on vend, qui prend l'argent? Les Américains viennent vous dire non, nous voulons qu'il y ait de stabilité. Avec Manga Chuchu. Oui. Ces mines-là vous appartiennent. On va investir, vous prenez une partie, nous prenons une partie. On ne gagne pas. Qu'est-ce qu'on a donné gratuitement aux Américains? Ça, le discours de Rwandais. C'est notre faiblesse. L'élite congolaise est très faible sur le plan intellectuel. Et je comprends parce que beaucoup n'ont pas fait la philosophie. Beaucoup. Donc on vous a détourné. Ce n'est pas normal. Kagame a fait 30 ans avec Museveni. Jusqu'aujourd'hui, l'or, le coltan, il pille. Trump dit non. Je voudrais que vous soyez en sécurité. Mais cette sécurité, ce n'est pas seulement pour mes intérêts, parce qu'ils sont en face de la Chine. Mais du moins, vous allez profiter de la stabilité pour que vous viviez en paix, que votre peuple vive correctement. Vous refusez de dire non. Mais la souveraineté, ça ne marche pas. Monsieur Freddy Mulumba, le problème est que sur le terrain, par rapport aux engagements pris déjà à Washington, ça fait 1 mois et demi. Vraiment, on ne sent pas cette évolution. Et puis, sous le terrain, les combats continuent. J'ai dit que pas de cesser le feu. Les Rwandais gagnaient parce qu'au niveau de l'armée, au niveau de l'état-major, il y avait des complices. On est en train de nettoyer. Dès qu'on termine le nettoyage, on engage la guerre, ça ne prendra pas 6 mois.
Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba. M. Alphonse Mambi, dialogue en interne, bonne ou mauvaise chose? D'abord, il faut relever la question du leadership collectif. La question du leadership collectif, c'est une question où on n'entend pas seulement du président de la République qu'il fasse des choses. Il faudrait que les intellectuels fassent leur part de travail, que l'élite catholique ou bien l'élite religieuse fasse son travail comme il se doit, l'élite culturelle, ainsi de suite. C'est ça le leadership collectif. Oui. Donc, la diaspora, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? Il y a Monseigneur Mosengo, qui est mort, paix à son âme, qui a été le dernier cardinal assez respecté et respectable. Et je l'ai dit avec beaucoup de peine dans mon cœur. C'est ma vie personnelle. Hein? Le cardinal Ambongo et Monseigneur Cholet. Mouteba? Non, Cholet. Je pense qu'ils ont détruit l'élite religieuse. En quoi faisant? Ils ont détruit l'élite religieuse parce qu'ils se comportent comme des citoyens vulgaires. Et pourquoi je l'ai dit? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, parce que si tu regardes le comportement, depuis que Monseigneur Mosengo est mort, on voit leur comportement vis-à-vis de la politique congolaise. Ce qui est vrai, hein, il faut qu'ils tiennent vraiment le langage ferme, ainsi de suite. Mais ce langage ferme qu'on tient vis-à-vis des autorités du Congo, on devrait les tenir aussi vis-à-vis des autorités de Kigali. Et quand on voit Monseigneur, le cardinal Ambongo, aller poser à côté du gourou qui est Paul Kagame, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on voit le cardinal Ambongo aller s'afficher avec tous ces gens-là qui sont, comment il s'appelle, Monseigneur Cholet, aller à Goma, parler avec ces gens-là, rigoler, faire des photos, nous, ça nous fait mal. D'abord, le fait que les gens meurent à l'Est, le fait que les mamans sont violées là-bas. Mais eux, on les voit toujours en train de parler sur les dialogues, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour venir dans des petits détails, Monseigneur Cholet, il va toujours dans des émissions ici et là. Parfois, il parle des choses qu'il ne contrôle pas. Et ça travaille, c'est contre lui, c'est contre sa personnalité. Donc, l'Église catholique a perdu sa personnalité. On croyait vraiment en l'Église catholique. Moi, je fais Saint-Michel de Bandal le 16 février 1992, je pense, pour la marche des chrétiens. Oui. Mais cette marche des chrétiens, si aujourd'hui, on appelle encore pour une marche des chrétiens, pas avec cette direction de l'Église catholique. Ça nous déçoit parce que comme la politique est médiocre, il fallait que l'élite religieuse soit au moins à un niveau donné. Mais l'élite religieuse est aussi médiocre que l'Église, que l'élite politique. Mais elle bénéficie d'une certaine crédibilité aux yeux de Pour les gens qui ne comprennent pas. Aux yeux de certains Congolais, ils sont... Pour les gens pour les jeunes gens de 40 ans, de 30 ans qui n'ont pas connu Monseigneur Mosengo, Monseigneur Ichou, Monseigneur Malula, et ainsi de suite. Parce que là, on a vraiment ce que Monseigneur Mosengo avait dit, que les médiocres dégagent, mais qu'ils dégagent déjà à partir de l'Église catholique. Et ça, je l'ai dit, franchement, ce que vous reprochez à l'Église catholique, ce n'est pas dénoncer Kigali, les agissements de Kigali. C'est tout le comportement de cette élite-là. Vous vous rappelez, par exemple, que Monseigneur Cholet, quand il y avait les histoires de la CENI, ainsi de suite, quand il s'est précipité, il s'est disputé la direction de la CENI, vous savez qu'il a enregistré des gens avec qui il parlait. Et il est sorti pour dire que non, d'ailleurs je l'ai enregistré, je suis allé voir le président, je lui ai donné ça pour qu'il écoute. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas juger. Il y a ce qu'on appelle la civilisation, c'est quoi? La civilisation, c'est cette personnalité. C'est-à-dire, on a des choses qu'on peut dire et on a des choses qu'on ne peut pas dire. On a des choses qu'on peut faire et on a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous comprenez? C'est ça. Donc, on a l'élite. L'opposition, notamment Moïse... Pardon, excusez-moi.
Moïse Katumbi. Ces individus que vous citez là, ce sont des riches qui se sont enrichis sur le dos des Congolais. Hein, tous ceux qui sont à Doha, qui vont faire le dialogue. Au Sénégal. Écoute, le problème est très important. Si on continue toujours à donner de la place politique à des gens qui prennent les armes et non aux gens intelligents, parce que nous avons la diaspora congolaise dans l'Europe du Nord, Pays-Bas, Norvège, Suède, ainsi de suite, là-bas, qui sont très disciplinés, qui ont étudié, qui sont des ingénieurs, qui peuvent venir élever le niveau de la nation congolaise. Mais si on continue à donner toujours de place à des gens qui prennent des armes, on vient, on dit, voilà, on va aller au dialogue, et puis des gens qui ont volé le Congo, on dit, on va aller au dialogue, je vous dis que vous allez encore créer beaucoup de rébellions pour qu'un jour, qu'ils viennent aussi se mettre à table. Donc, pas de dialogue. Ça n'a pas de sens. Et s'il y a le dialogue, je pense que les Pays-Bas, la diaspora des Pays-Bas, de Norvège, de Suède, de l'Europe du Nord, doit être associée. Parce que vous allez faire le dialogue à mon nom. La même Senko a organisé les assises de Saint-Sylvestre en 2017, qui ont permis à ce qu'on ait un accord, qui a permis un glissement de 2 ans du président Kabila. Et cela aboutit à une alternance. Ça, c'est la politique du quartier. Ça, ce sont les histoires, c'est fini. Nous sommes maintenant, dans un environnement international où tout ça ne compte pas. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, et dans un environnement international, on a aussi besoin de la diaspora qui connaît cet environnement international très bien. Mais sinon, on va patauger. On va patauger. Et les Américains viendront faire la paix sans nous. D'accord. Et ça sera trop tard. Monsieur Freddy Mulumba, alors l'opposition, on nous annonce que Joseph Kabila était passé par Brazzaville. Cette information a été démentie par son état-major politique ici à Kinshasa. Ils disent pas du tout, n'a pas été là. Mais on annonce qu'il va présider au Sénégal. Il présidera au Sénégal. On attend les confirmations, mais ce sont des infos qui circulent déjà. Une réunion élargie de l'opposition pour préparer le dialogue. Le dialogue qui sera piloté par la Senko et l'ECC. Le même Kabila est poursuivi ici à Kinshasa par la justice militaire. Voilà. Quel est votre avis par rapport à ce dialogue, à cette réunion de l'opposition qui se tiendrait au Sénégal? D'abord, une leçon de l'histoire. Il ne faut pas oublier. Il vient de parler de 2017. Il y a eu, on dit que l'opposition va se rencontrer, on va se réunir au Sénégal. Oui. C'est ça? Oui. Je pense en quelle année? 2017 ou bien 2018? Non, 2016-2017. L'opposition congolaise était à l'île de Gorée. Vous vous rappelez? Oui. Financée par qui? Une fondation sud-africaine et aussi ça. Après ça, ils sont partis à Genval en Belgique. Financés par les mêmes fondations. Après Genval, ils sont retrouvés à Genève. À Genève. Il y a Kofi Annan, il y avait la fondation Mo Ibrahim. Kofi Annan, mais derrière tous les globalistes. Ça donnait quoi? Donc nous reprenons la même... L'actuel président était aussi à Genève. Oui, ici je ne parle pas des individus. Je parle des processus. Comment ça a commencé? Donc nous faisons la même chose, ce qu'on a fait en 2016-2017 à Genève. Oui. On connaît derrière, ce sont des multinationales, des globalistes, des hommes d'affaires qui soutiennent ça. Ils ne le font pas pour le Congo, ils ne le font pas pour la démocratie. Ils ont intérêt aussi... Oui, c'est ça que j'ai dit, que nous avons des hommes politiques, nous avons des mercenaires, pas des hommes politiques. Faire la politique, c'est rendre le peuple heureux et libre. Mais quand vous allez vous coaliser avec des gens qui ont tué, qui ont pillé, hein, qui occupent le Congo, pour soi-disant libérer le Congo, ça c'est une erreur. Donc je dirais ceci, il faut compter les leçons du passé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Congolais-là? Cette histoire, cette histoire, il faut oublier. C'est ça le problème de la presse chez nous. Il faut prendre du recul. Il faut écrire notre peuple. Quels sont les enjeux? Pourquoi ces gens se battent? Qui sont derrière? Vous parlez, c'est comme si
ils ont décidé même, ils se sont retrouvés là-bas. Non, il y a une force derrière. C'est comme toute cette guerre-là. Ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas l'Ouganda. On a utilisé l'Ouganda et le Rwanda par des multinationales. Il faut aller en profondeur, expliquer à notre peuple. Parce que quand le peuple est bien instruit, pardon, bien informé, il est capable d'être mobilisé. Mais vous semez la confusion dans la tête des gens maintenant. Les gens qui ont tué plus de 10 millions de morts, vous n'en parlez même pas. Donc l'opposition s'est réunie au Sénégal. À Goma, Bukavu, ça fait combien de millions? Il y a un récent rapport, 319 morts non, ça c'est récent. Au mois de juillet. Quand on a pris Goma, il y a plus de 10 000 morts. Vous n'en parlez pas. Les mêmes personnes qui ont tué, vous voulez les blanchir pour venir se moquer des Congolais? Voilà les problèmes chez les élites congolaises, dans les médias. Faites un effort pour prendre du recul, expliquer à notre peuple, donner l'information. Et dire que ces gens sont dangereux. Parce que les Bissimois, les autres, c'est depuis la Fidèle. Hein. Ils sont là. J'ai vu Nyarugabo. Nyarugabo, Kikaya. Ils commencent à donner des leçons. Ils ont fait 18 ans au pouvoir. Ça donnait quoi? Nous sommes faibles. Ils disent que le pays est mal géré. J'ai dit que nous sommes faibles. Mal géré qu'avant. Les pays ici étaient sous contrôle de Kagame. Aujourd'hui, Kagame les a récupérés, ils ont envoyé pour venir encore récupérer. C'est fini. Est-ce qu'il y a un changement dans la gouvernance du pays? Les problèmes, c'est pas que ce soit depuis qu'il y ait alternance au sommet de l'État. J'ai dit ceci. Là, ils font c'est quoi? Oui. Pendant 18 ans de Kabila, c'est vrai, on détournait, c'était pas dans la presse. Mais les autres Bambi parlaient de 10 milliards. 15 milliards. Qu'on perdait chaque an. 10 milliards. Hein. Mais c'était pas dans la presse. 15 milliards. Tous les voleurs. Mais aujourd'hui, la chance c'est quoi? Au moins la presse parle. On connaît qui est voleur, qui ne l'est pas. Mais dans l'État, ça n'existait pas. C'est ça la différence. Les vols ont existé du temps de Kabila, mais c'était pas tellement... vols, c'était pas connu. Oui. Les vols existent aujourd'hui, du temps de Tshisekedi. Mais la différence, c'est quoi? Du temps de Tshisekedi, tout le monde est au courant. Donc, les voleurs sont là. Du temps de Kabila, ce n'était pas le cas. Donc, il y a une différence. Donc, ici... Peut-être qu'ils volent dans la transparence. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut, pour ne pas se perdre, l'enjeu ici, c'est la survie de la nation. Il faut maintenant hiérarchiser nos débats. Chaque jour, si tous ces médias pouvaient commencer par Bunangana, 3 ou 4 ans, Goma, Bukavu, 6 mois, chaque jour, je pense que notre peuple prendrait conscience. Mais la manière dont on conduit les débats dans les médias, c'est une confusion. Entretenue pour désorienter l'opinion. Voilà maintenant, vous commencez par l'opposition. Vous avez oublié que ces gens ont tué des gens, donc les Bissimois, les autres, ils ont tué des gens à Goma. Commencez par là. Comme ça, le peuple sait que ces gens-là sont dangereux. Maintenant, vous voulez les blanchir pour dire non, l'opposition. Quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition ici. Ce sont des traîtres. Changer le discours, changer le narratif. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des traîtres. Ils ont trahi le Congo, ils travaillent pour les intérêts étrangers. Je pense que votre peuple prendra conscience. Comment voyez-vous, disons, la fin de cette affaire? Comment voyez-vous? Comment ça peut... Laquelle? La fin de l'occupation rwandaise. Moi, j'ai toujours dit ceci. Il n'y a que la guerre qui va régler ces problèmes. Ne soyez pas naïfs. Avec une armée infiltrée? On est en train de nettoyer. Tous les traîtres sont en prison. Quand on mettra des patriotes, les gens, on aura de nouveaux chefs militaires. On engage notre armée. Kagame va fuir Kigali. Parce qu'il n'a plus de soutien en Amérique. Hein. Auparavant, quand vous voulez toucher, on appelle le président Tshisekedi. Ah non, il ne faut pas attaquer. Maintenant, nous décidons. On peut même aller à pied. On demande aux gens de Bukavu et Goma là. On traverse à Kigali, il n'y a pas de pouvoir. Même à pied. Merci beaucoup. C'est parce qu'ils ont des soutiens étrangers. Voilà pourquoi ils parlent. Mais ils sont du mauvais côté de l'histoire. Merci beaucoup, M. Fede. On termine avec M. Alphonse Mambi. Ils sont au Sénégal. Ils vont aller au Sénégal, sauf si tout change. La plupart disent que l'actuel chef de l'État gère très mal le pays. Il y a des confusions au niveau interne, il n'y a pas de cohésion nationale. Il y a une dictature féroce, détournement. Ils pensent que pour qu'on puisse plus ou moins pallier à tous ces problèmes, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Qui sont allés au Sénégal? Certains Congolais. Oui. Donc, vous savez... Dont Joseph Kabila, l'ancien président. Oui. Vous avez cité Moïse Katumbi. Oui, Franck Diongo, Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et
c'est Kikouni, c'est Sanga. Oui. Probablement aussi Martin. Vous voyez ces noms que vous citez, ce sont des noms qui ont le sang sur leurs mains. Et ils sont dans un pays où il y a des jeunes leaders qui sont au pouvoir. Ousmane Sonko et Diomaye Faye qui est le président. Ce sont des jeunes gens qui ont accédé au pouvoir parce qu'il y avait Macky Sall qui a détourné, qui a volé, qui a fait tout et on a fait partie, c'est la rue qui a fait partir Macky Sall. Vous comprenez? Donc ça ne marche pas. Même le contexte, ils sont dans un pays où ils ne devraient pas être. Donc le Sénégal ferait mieux de les arrêter et de les retourner d'où ils viennent. Vous comprenez? D'abord ça c'est un. De deux, je pense que ces gens-là n'ont pas d'exemple à donner, ni à la jeunesse, ni un rôle à jouer dans ce pays. Il faudra qu'il y ait une élite qui émerge. Et c'est pourquoi je continue de parler de la diaspora congolaise. Pourquoi? Parce que, au moins, nous avons dans la diaspora congolaise, à l'étranger, partout, même en Afrique, on a en Afrique du Sud, on a en Namibie, il y a une diaspora congolaise qui a fait les études, qui est lucide, qui n'est pas imbécilisée et qui peut venir travailler dans ce pays. Pourquoi je le dis? Parce que ici, on a étouffé, même l'école, tu vois, l'éducation est étouffée. Je vois les jeunes gens avec la farine dans la tête, qui sont en train de jouer à gauche, à droite, de célébrer. Mais il n'y a pas de qualité d'enseignement ici. Donc, s'il y a l'élite qui doit émerger, ça devrait venir de l'étranger. On le voit aussi partout dans d'autres nations. C'est la diaspora. Mais là aussi, il faut que je fasse très attention parce que nous avons aussi une classe politique qui vient de la diaspora ici. Mais malheureusement, la plupart, c'est de la Belgique, du Canada. On dit que c'est plein la présidence, là. Il y a beaucoup de... Moi, je ne parle pas de la présidence, je parle de l'espace politique congolais. Oui, justement, la présidence, c'est une institution politique. Oui, voilà. Bon, voilà. Donc, je pense que on a sélectionné la médiocrité de la diaspora. On l'a amené ici pour des raisons X, Y, je ne sais pas. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de résultat? Ou qu'est-ce que vous reprochez exactement? Quels résultats? Les résultats, justement, dans la gestion. Quand nous sortons de ces studios, vous vous promenez sur les boulevards. Vous allez partout, vous sillonnez, vous allez manger les kamundele à Bandal, partout là-bas. Vous ne sentez pas le caca, vous ne sentez pas le pipi. Mais vous ne voyez pas que c'est trop sale la ville? Vous ne voyez pas que... Il y a un gouverneur dans ce pays, dans cette ville. Une part importante des membres du gouvernement, c'est la diaspora. Vous connaissez le... Taïkomba, c'est la diaspora. Beaucoup de ministres également. Oui, justement. C'est la diaspora. Donc, oui, c'est pourquoi j'ai dit... Vous ne pas dire que la diaspora est indemne à ce qui nous arrive. Non, elle est aussi complice. Non, la diaspora est très complice. Très, très complice. Voilà. Mais ce que je dis, il y a diaspora et diaspora. Mais on a vu qu'il y a eu des gens qui ont traîné dans Matongé de Bruxelles, qui se retrouvent ici, en charge des affaires, qui ne savent pas bien gérer. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi... Mais c'est difficile aussi parce que si on attend, c'est pourquoi aussi je vais lancer le message à la diaspora congolaise. Il faudra qu'elle puisse s'organiser elle-même. Parce que si elle attend qu'elle soit invitée à la table de Sénégal, ou de Doha, ou je ne sais pas d'ici, personne ne va les inviter. Personne ne va les inviter. Ils doivent s'organiser eux-mêmes, créer des associations, créer des églises, créer des pasteurs pour venir ici, parce qu'apparemment, les pasteurs ici, ça paye. Et en politique, parce qu'on paye, on les met dans des postes clés ici. Il y a une jeune femme là qui crie beaucoup dans l'église de Koutino. Allez, on l'a nommée. Donc, je demande à toute la diaspora de s'organiser. Et les diasporas aussi, de la diaspora, la dame là, Grâce Koutino. Oui, mais il y en a qui peuvent encore bien raffiner pour venir ici et faire de bonnes choses pour le pays. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse Mambi. C'est vrai que Kinshasa, quand on se promène, on a l'impression que nous sommes vraiment... on n'a pas de gouverneur, hein.
Mais paradoxalement, c'est aussi le siège des institutions de la République, hein, les cours et tribunaux. Mais souvenez-vous même du président Tshisekedi. Il l'a dit sur un média de la place, qu'il était dans une voiture avec le président Erdogan de la Turquie. Et Erdogan a fait plusieurs fois, il a baissé la vitre, il a regardé, il a remis, et puis ensuite il a demandé, mais qui fait la propriété de votre ville? Et le président va lui dire, non, il faut demander au gouverneur, c'est une entreprise turque qui fait ça. Et ce que le président turc voulait dire, c'est que vous vivez dans une ville sale comme ça. Ça ne va pas, monsieur le président. C'est ce que le président turc voulait dire. Mais prenons maintenant le côté technique. Il faut qu'on condamne le chef de l'État dans la saleté de la ville. Il faut qu'on condamne le Félix Tshisekedi. Non, non, ce n'est pas une question de condamner. Ce n'est pas une question, c'est un constat. Parce que quand on regarde la ville, et ça devrait être le miroir, hein, de la RDC, oui. Et même le miroir de la pensée. Parce que quand on regarde comment les gens circulent, hein, avec des motos, des voitures, il n'y a pas de notion gauche-droite ici au Congo. Respect du code de la route. Le code n'existe même pas. Donc, ce qui fait que on ne peut pas vivre dans une situation comme ça, on ne peut même pas réfléchir, on ne peut pas dormir, on ne peut pas être en bonne santé. Donc, un blanc qui quitte chez lui, pas, je dis quelqu'un qui vit par exemple en Hollande ou au Pays-Bas, qui débarque pour la première fois à Kinshasa, quelle est l'image qu'il se fait? Moi, j'ai amené ma fille. Hein. Moi, j'ai amené ma fille pour la toute première fois. Elle a 20 ans. On arrive à Kingasani. J'ai dit, Kingasani, il y a un marché. J'ai dit, on arrête ici. On va faire les courses. Elle et moi, on est allés faire des courses. Elle a commencé à me demander, mais où est la route? Où vont tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Où est le marché? Mais on était en plein marché. Tu comprends? Tu comprends? Et puis, il y avait des gens qui allaient à gauche, à droite, donc en haut, en bas. Il n'y a pas d'ordre. On ne parle même pas du code de la route. Le code de la personne humaine, ça n'existe pas. Et ça, c'est très compliqué. Pour finir, par rapport à cette histoire de Erdogan, on a parlé d'une société turque qui allait venir assainir la ville, faire la ville. Il ne faut pas faire ça. C'est début 2024. Il ne faut pas faire ça. Nous avons 10 millions de Congolais ici à Kinshasa. On peut créer des petits boulots pour eux. Ils doivent nettoyer leur ville parce qu'ils la connaissent très bien. Les bourgmestres eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas les frais de fonctionnement de leur commune. C'est parce qu'il y a des voleurs au ministère des Finances. C'est parce qu'il y a l'autre, Nicolas Kazadi, qui a dit, quand il y a l'argent qui vient, on se partage et après on va voir ce qu'on va faire. Tu comprends? Donc, il y a, et ça, les Américains, s'ils viennent trouver le Congo dans cet état d'esprit, on se les partage et on va voir ce qu'on va faire, la corruption endémique, ils vont nous effacer et ils vont s'imposer eux-mêmes. Merci beaucoup, M. Fedi Mulumba, d'avoir été des nôtres. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur votre casquette. Se disent, ça rappelle un peu un personnage politique du Congo. Etienne Tshisekedi. Je suis son père. Je m'appelle Mulumba. Lui, c'est Tshisekedi Mulumba. C'est très clair, non? Vraiment. Merci beaucoup, M. Alphonse Mambi. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Oui. Merci aussi à vous tous. Portez-vous bien. Cette émission est complètement terminée. On espère que vous l'avez aimée. À très bientôt. Au revoir chez vous.